Mes amis, bien le bonjour. Je suis Martial Zomanga, opérateur en décentralisation et développement local. Je suis ravi de vous retrouver sur ce canal pour une nouvelle édition. Et au cours de l'édition précédente, je vous avais promis que nous allions faire toute une série de vidéos sur la SND 30. Voilà, chose promise, chose due. Mais avant, au cours de la dernière édition, comme je le disais, j'avais fait l'effort, avant que nous n'entrions dans la SND 30 à précisément parler, j'avais fait l'effort de dresser un état des lieux de la question au sujet des documents de planification stratégique de l'État camerounais. J'avais fait l'état des lieux, j'avais fait une autopsie, j'avais dressé une autopsie de ce qui s'était passé durant la décennie DSCE, la décennie 2009-2019. Et aujourd'hui, nous parlons de la SN30, la SND 30 qui est le document de stratégique qui a cours à l'heure où nous parlons. Le document de stratégie de l'État qui est censé guider, qui est censé diriger les questions de planification, alors les questions de planification, de développement à l'heure où nous parlons. Alors, c'est un document que j'ai lu, la SND 30, c'est un document que j'ai lu, que j'ai parcouru. Je ne l'ai pas encore entièrement lu, mais j'ai déjà lu une bonne partie. Et je voudrais ce jour que nous parlions d'un certain nombre de piliers que l'État a dressés, que l'État s'est choisi pour que le pays puisse atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Voilà, ces piliers, ils sont assez nombreux, mais il y en a un qui m'intéresse ce jour pour cette vidéo, c'est la transformation structurelle de l'économie camerounaise. La transformation structurelle de l'économie camerounaise. L'économie camerounaise, d'après les études qui ont été menées par les économistes du pays, a une très faible productivité parce que nous sommes restés au premier niveau de l'économie, parce que nous sommes restés au premier degré. Ce premier degré qui consiste simplement dans l'extraction sauvage des ressources naturelles du pays et leur vente à des prix symboliques. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, l'économie camerounaise se résume à extraire les ressources naturelles dont elle dispose, dont le territoire dispose, et à les vendre de manière brute. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de cette transformation structurelle et que nous retenions un concept sur lequel le gouvernement camerounais a misé. Le gouvernement camerounais parle de faire passer la VAM. VAM, j'ai nommé valeur ajoutée manufacturière. Et le gouvernement entend faire passer la valeur ajoutée manufacturière dans l'économie camerounaise, entend faire passer cette VAM de 17% à 25%, soit une croissance de, je crois, 8%, si je sais bien calculer, ouais, soit une croissance, une augmentation de 8%. Voyons donc voir, comprenons donc à quel niveau, comment est-ce que cette valeur ajoutée manufacturière est cruciale. Prenons un domaine lambda. Prenons par exemple l'industrie du bois, l'industrie forestière. Prenons une bille de bois qui est vendue au port autonome de Douala. Cette bille de bois a été coupée dans une forêt dans le Grand Sud Cameroun, à l'est, je ne sais pas moi quoi. Prenez quelques régions que vous voulez. Elle a été coupée, cette bille de bois, elle a été coupée dans une région du Cameroun et elle est vendue par un exploitant forestier du pays au port autonome de Douala ou bien au port autonome de Kribi. Elle est vendue à une valeur de 3 500 000. 3 500 000 francs CFA, soit 7 500 dollars à peu près. 7 500 dollars par là. Un peu plus ou un peu moins. Ça dépend du cours. Mais bref, le cours du dollar. Disons 7 500 dollars. Donnons ce prix-là. Cette bille de bois qui est vendue à ce prix, c'est une ressource qui est prélevée de manière naturelle, de manière brute et qui est vendue. La transformation de cette ressource-là, qui va se faire à l'extérieur, va créer de l'emploi à l'extérieur. Ce qu'on appelle donc valeur ajoutée manufacturière n'est rien d'autre que le chemin qu'il y a entre le prélèvement d'une ressource naturelle à l'état brut et sa transformation en produit fini.
Donc, c'est l'ensemble des richesses que crée une ressource naturelle entre son prélèvement dans la nature et sa transformation en produit fini. Donc, voilà une bille de bois qui quitte le Cameroun avec une valeur de 3 500 000 qui va dans un pays, peut-être la Chine, peut-être la France, peut-être les États-Unis, je ne sais pas moi. Cette bille de bois va dans cet état. Postulons maintenant, supposons maintenant que cette bille de bois, une bille de bois peut produire 250 planches. Certaines peuvent produire plus, d'autres peuvent produire moins. Mais postulons que certaines billes de bois peuvent produire 250 planches. Et postulons encore qu'il faut 5 planches pour fabriquer un meuble de luxe. Donc, si on dit qu'il faut 5 planches pour fabriquer un meuble de luxe, qui sera vendu dans une grande surface, donc notre bille de bois va produire 250 planches. 250 planches divisé par 5, ça fait 50 meubles de luxe. Il a acheté cette bille de bois à 2500 $, à 7500 $ et il fabrique 50 meubles de luxe avec. Supposons qu'un meuble de luxe coûte 1000 $, non, 2000 $, 1 million de francs. Vous pouvez aller dans les grandes surfaces de la cité capitale, vous verrez qu'il y a des meubles qui coûtent 1 million de francs, c'est-à-dire 1000 $. D'autres coûtent 1,5 million, c'est-à-dire 1500. Bref, faites la conversion vous-même. Je ne suis pas très fort dans les calculs. Supposons donc que cette bille de bois qu'il a achetée lui sert à fabriquer, non seulement il a acheté à l'état brut, ça veut dire que quoi? Toutes les transformations qui seront nécessaires là-bas, cette bille de bois va créer des emplois dans ce pays où elle sera transformée. Elle va générer de l'emploi, de l'argent. Donc la valeur ajoutée manufacturière, c'est la richesse qui est créée à partir d'une ressource naturelle, la richesse qui est créée en termes d'emploi et en termes de finances. Donc, ça va créer des emplois et ça va générer de l'argent. Donc, supposons par exemple que ça crée 6 emplois. Supposons que ça crée 6 emplois. On postule. Je donne un schéma simplifié pour qu'on se représente. Ça a créé 6 emplois là-bas. Une bille de bois a créé 6 emplois. Le scieur, le machiniste, parce qu'on va passer la bille de bois à la machine. Supposons donc qu'il y aura le machiniste, il y aura le designer ou concepteur des meubles qui va concevoir, dessiner les meubles. Il y aura le machiniste qui va tailler cela. Il y aura l'assembleur, le technicien qui va assembler les meubles qui auront été dessinés et taillés. Il y aura celui qui va les poncer. Il y aura celui qui va les vernir. Et il y aura celui qui va vendre, le commercial. Supposons qu'une bille de bois a créé 6 emplois sous d'autres cieux. Donc, cette valeur ajoutée manufacturière est donc la perte que nous avons au niveau de l'économie nationale. Donc, voilà l'économie camerounaise qui se prive de 6 emplois et des bénéfices qui vont avec. Il a donc fabriqué 50 meubles, autant pour moi. Le monsieur a fabriqué, l'acheteur qui a acheté la bille de bois à 7500 $. Il a fabriqué 50 meubles de luxe dans son pays qu'il va revendre à 2000 $. Ça fait que s'il vend ces 50 meubles, il aura 100 000 $. Prenons que toutes les taxes comprises, les impôts chez lui et le salaire des ouvriers, tout ça, ça a fait 32 500 $. Celui qui aura donc acheté cette bille de bois se retrouve avec un bénéfice net de 50 000 $. La valeur ajoutée manufacturière, c'est donc ces 7 emplois, ces 6 emplois qu'il aura créés chez lui, plus les 50 000 $ qu'il aura embauché. Donc voilà ce dont l'économie camerounaise se prive à l'heure actuelle. Poursuivons notre raisonnement, poursuivons la logique de notre raisonnement. Nous nous rendons compte, à la suite de ce que nous avons dit tout à l'heure, que la valeur ajoutée manufacturière n'est donc ni plus ni moins que l'expertise qu'il faut pour transformer une
ressources naturelles en produits finis, l'expertise qu'il faut pour transformer une matière première en produit fini et le capital qu'il faut pour acquérir certains outils, certains matériels, certains appareils, certaines machines nécessaires à la transformation de cette matière première ou bien de cette ressource. Donc, ceci étant dit, le problème sur lequel je voudrais m'attarder ce jour, c'est même avec la bonne volonté, peut-on atteindre les 25%? Peut-on faire le cap? Peut-on augmenter de 8% la valeur ajoutée manufacturière de l'économie camerounaise? Je ne suis pas très optimiste à ce sujet. Pourquoi? Parce que je vais interroger le système éducatif. Observons que tout à l'heure, je disais que la valeur ajoutée manufacturière, c'est l'expertise plus le capital qu'il faut pour transformer les ressources naturelles en produits finis, pour transformer la matière première en produits finis. Le Cameroun, à l'heure actuelle, dispose-t-il de la ressource humaine? Dispose-t-il de l'expertise nécessaire? Je dirais non. Non, parce que les politiques éducatives ne sont pas orientées vers cette industrialisation. Chaque année, à l'heure actuelle, nous avons entre 50 000 et 60 000 bacheliers que le secondaire délivre. Ces 60 000 bacheliers sont principalement des généralistes, c'est-à-dire que s'il y a 60 000 bacheliers sur le territoire du Cameroun, il y a peut-être 50 000 généralistes et 10 000 qui sortent des institutions de l'enseignement technique. Ces 60 000 bacheliers qui arrivent vont donc être formés dans des écoles. Pour certains, ceux qui ont la chance de poursuivre dans le secondaire. Les bacheliers qui sortent donc du secondaire vont être absorbés en grande partie par les universités d'État dans des filières qui ne vont pas tellement nous aider à l'industrialisation. Vous avez des effectifs. À l'époque, il y a plus de 10 ans, quand j'étais en fac, on avait des filières qui avaient des chiffres records. Histoire, on était à l'université de Yaoundé 1, on avait des chiffres de l'ordre de filière histoire niveau 1, 1500, filière géographie niveau 1, 900, filière lettres modernes françaises niveau 1, 1500, on avait des chiffres de ce genre. Donc, vous répartissez ce chiffre-là dans certaines universités d'État du pays, l'université de Yaoundé 2, vous allez aussi trouver à peu près des chiffres de cet ordre-là. Vous allez donc voir ces bacheliers, ces 40 000, 50 000 bacheliers vont être absorbés par les 10, peut-être les 15 universités d'État qui sont là, je ne sais pas moi, je ne sais pas combien, je ne connais pas le nombre exact, vont être absorbés. Certains iront dans des formations professionnelles dans le privé, mais vous allez voir qu'en aucun cas, les filières qui vont être choisies vont participer de manière décisive à cette industrialisation-là vers laquelle nous tendons. Juste pour que vous compreniez à quel point se trouve le malaise. Comment comprendre par exemple qu'en Afrique, par exemple que la Côte d'Ivoire soit premier producteur de cacao et que les plus grands maîtres chocolatiers se retrouvent en Suisse? Comment comprendre que le Niger soit le premier producteur africain d'uranium et qui ne connaissent rien de la technologie du nucléaire? Comment comprendre que à l'heure actuelle, nous soyons bien positionnés dans l'industrie du bois en Afrique, mais qu'on n'ait qu'une université du bois qui forme quelques techniciens qui ne sont même pas des techniciens qui transforment le bois, c'est-à-dire que très peu sont capables de te prendre une bille de bois et d'en faire quelque chose de vraiment luxueux
qui aura une grande valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien partis pour nous fourvoyer encore là-dessus. Donc, c'est la question de l'orientation des politiques éducatives au Cameroun est une question cruciale. Prenez par exemple ce cas. Lorsqu'on construisait le pipeline Tchad-Cameroun, les entreprises qui construisaient, parce que le pipeline devait transiter par le Cameroun, ces entreprises qui construisaient ont lancé un appel à candidature pour 120 soudeurs industriels. On recherchait les gens qui pouvaient faire la soudure industrielle, c'est-à-dire des gens qui pouvaient faire de la chirurgie métallique de haute précision. Sur les 120 qu'on a demandé, on n'a trouvé que 9 au Cameroun. 9 au Cameroun sur 120. Les Camerounais étaient obligés d'importer des employés pour venir prendre des emplois qui étaient pourtant initialement réservés à des Camerounais. Donc aujourd'hui, on a une question, on a des difficultés, des incompatibilités entre les politiques, entre les résultats visés et les politiques éducatives. Donc, soit si l'éducation est bien orientée, elle pourra nous permettre d'atteindre l'émergence tant souhaitée. Je suis un amateur de technologie, mais je me rends compte qu'il y a un souci. Par exemple, j'étais tellement surpris, agréablement surpris même d'ailleurs, de savoir qu'en France, dans la ville de Toulouse, il y a le lycée Airbus. Il y a le lycée Airbus, c'est-à-dire que vous sortez du primaire. Quand vous sortez du primaire, vous entrez dans un lycée où on va vous apprendre comment fonctionne un avion. On va vous apprendre comment on fabrique les composantes d'un avion. On va vous apprendre comment monter ces composantes-là. C'est-à-dire que c'est un lycée technique, mais il a déjà une vocation professionnelle. Parce qu'on sait qu'on aura besoin de gens qui vont faire cela. Donc aujourd'hui, il y a une inadéquation entre les politiques éducatives et les résultats atteints. Je prends un exemple. Nous nous sommes appuyés sur le cas du bois. Si on veut la valeur ajoutée manufacturière, il faudrait que dans la planification, qu'on sache que voici tel secteur porteur pour qu'on puisse avoir cette valeur ajoutée manufacturière. Si c'est le bois, combien d'emplois peut-on créer en matière, dans l'industrie du bois au Cameroun, si il faut transformer cela pour avoir des meubles de luxe? Parce que ce qui enrichit une économie, ce qui enrichit un pays, c'est précisément cette valeur ajoutée manufacturière et c'est précisément ce que nous n'avons pas. Or, pour que nous puissions l'avoir, pour que nous puissions atteindre ces objectifs, il faudrait former des personnes qualifiées, il faudrait une ressource humaine qualifiée pour le faire. Et pour cela, il faut que les politiques éducatives changent, qu'il y ait un renversement à 360 degrés et qu'il y ait ce revirement-là qui va permettre justement de fabriquer non plus des intellectuels futiles, parce qu'à l'heure actuelle, les politiques éducatives fabriquent des intellectuels futiles. Par exemple, ce n'est pas une insulte, hein. Je suis diplômé de l'enseignement supérieur, j'ai eu des diplômes dans une science humaine, dans une science sociale. Je suis sorti de là, oui, d'accord, j'ai une tête bien faite, je pense bien et tout. Mais socialement, véritablement, je dépends d'un emploi que l'État me proposerait, que je trouverais dans un service, dans une structure privée. Je dépends. Alors que le petit garçon là, qui est au quartier là, qui ne sait pas écrire son nom, il ne sait pas écrire son nom, il a juste des notions de mathématiques qui lui permettent de calculer l'argent qu'il te demande. Et il ne peut pas se tromper à ce sujet, d'ailleurs. Le petit garçon qui est au quartier, qui ne sait pas écrire son nom, et qui a appris à dépanner les motos. Tous les gars du quartier qui ont des motos vont dépanner les motos chez lui. Donc,
Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne sur du point de vue social? Ça donne des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne sont pas utiles au développement économique de leur nation, et des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui font quand même des choses qui peuvent aider leur nation. Donc, voilà le dilemme dans lequel on se trouve. Juste pour que vous ayez une idée. Donc, actuellement, nous sommes plutôt dans une logique où le gouvernement fabrique des intellos futiles, c'est-à-dire des intellos qui ne servent à rien, tandis que dans la société, il y a des idiots qui sont plus utiles à leur pays. Pour que vous compreniez, hein, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Vous savez, j'ai appris certaines choses dans l'OTA, la mécanique dans l'OTA. Je sais faire des choses comme des vidanges, vidanger des groupes, faire l'entretien par exemple des groupes électrogènes et tout. J'ai appris la mécanique de base sur l'OTA. Et je peux vous dire que ça fait 2 ans et demi, un peu plus, que je suis sorti de l'école de décentralisation. En tant qu'expert junior en décentralisation, j'ai été appelé moins de fois pour consulter pour les organisations de la société civile que je ne suis intervenu pour aider quelqu'un à dépanner quelque chose, pour dépanner un groupe électrogène, pour faire la vidange d'un groupe électrogène. Ce que je suis en train de te dire en français facile, c'est que j'ai eu moins d'argent avec ma formation d'intellectuel. Comme on dit au Cameroun, de long crayon, quelqu'un qui sait bien écrire, quelqu'un qui sait bien s'exprimer. J'ai eu moins d'entrées financières avec cette formation qu'avec la formation en mécanique d'entretien que j'ai apprise dans l'OTA. Ceci m'a donné une dure leçon de la vie. Une leçon que le gouvernement camerounais est appelé à comprendre. Si nous voulons industrialiser le pays, formons des industriels, ne formons pas des intellectuels. Donc aujourd'hui, les politiques publiques en termes d'éducation tendent plus à former des intellectuels qui vont justement s'asseoir pour penser ces grands documents, mais qui ne vont pas pouvoir réaliser ce qui a été pensé, justement parce qu'il n'y a personne pour le réaliser. Lorsqu'on dit par exemple que nous allons créer tel nombre d'emplois dans l'industrie, par exemple pétrochimique, où sont les ingénieurs en pétrochimie? D'ailleurs, vous constaterez autre chose, toujours en termes de politique éducative. D'accord? Tu veux faire lettres modernes françaises? Ok. La pension, c'est 50 000 francs. 50 000 francs, c'est 100 $. Tu veux faire pétrochimie? La pension, c'est 4 000 $, 2 millions de francs CFA. 4 000 $, 2 millions de francs CFA. Donc, il n'y a pas une véritable incitation des politiques publiques à la formation des industriels, à la formation des techniciens. Nous avons des gens qui sont docteurs en lettres modernes françaises, qui parlent français, qui écrivent le français mieux que des Français de France, mais cela n'ajoute rien à l'économie camerounaise. Donc aujourd'hui, si on veut pouvoir réussir, on veut pouvoir atteindre cette croissance au niveau de la valeur ajoutée manufacturière, il faudrait qu'il y ait un véritable changement sur les politiques éducatives de l'État. Je ne vais pas être plus long parce que je suis déjà à 24 minutes, un peu plus de 24 minutes. Et au risque que cette vidéo devienne ennuyeuse, je ferai une autre vidéo où je parlerai des politiques éducatives, de qui on forme et de ce que ça produit et de ce que ça donne dans la société. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et à très bientôt sur notre chaîne pour une autre édition.